Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes For You Media Africa, de nous écouter également via notre radio 96.3 FM et de nous recevoir sur votre petit écran. For You Media Africa vous remercie. Votre fidélité, elle nous honore. L'émission L'Hebdo que vous retrouvez tous les dimanches en fin de soirée, elle revient sur l'actualité de la semaine et cette fois-ci, on s'intéresse à Téhéran et Riyad, l'Iran et puis l'Arabie Saoudite vers une stabilité sécuritaire au Moyen-Orient. L'on s'interroge après avoir constaté le rapprochement entre ces deux nations, après, bien entendu, pratiquement 6 ans de distorsion entre les deux, où il y avait eu une rupture diplomatique entre les deux nations. Il faut rappeler que ce rapprochement fait peur à Washington. La question que l'on se pose, pourquoi particulièrement, et ce sera avec notre invité dans le cadre de cette émission L'Hebdo. Et puis France-Afrique, on en parle également. Paris veut rester un partenaire pertinent en Afrique, selon Catherine Colonna. On s'interroge également sur la nature de cette déclaration, surtout à un moment où plusieurs pays africains réclament le départ de la France, notamment sur le plan militaire, et les changements de partenariat qui étaient à l'époque tout simplement la primeur de la France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que se passe-t-il du côté de Paris? Pourquoi est-ce que Paris ne veut pas lâcher l'Afrique? L'on en parle dans le cadre de cette émission et c'est avec notre invité Charlie Kenyé, il est analyste et stratège. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir mademoiselle, madame Bebo. Bonsoir à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Bonsoir à toute la galaxie For You Media, toutes ces personnes-là qui nous suivent à travers vos différentes plateformes digitales. Nous leur disons infiniment merci. Et une fois de plus, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette réflexion africaine. Merci à vous d'être avec nous et merci à la partie technico-artistique qui est assurée dans le cadre de cette émission par Itumek ainsi que Ondua à la mise en onde. Après cette transition, on revient pour les hostilités. Alors qu'il y a 7 ans, la guerre saoudienne contre le Yémen avait poussé Riyad à rompre toute relation diplomatique avec Téhéran. L'heure est aujourd'hui à la réconciliation diplomatique entre les deux camps avec une médiation chinoise. L'on l'avait remarqué, le président chinois avait tout simplement mis son grain tout simplement à l'intérieur de cette relation. La réouverture de l'ambassade d'Iran à Riyad marquait déjà ce premier pas. Charlie Kenyé, quelle analyse de prime abord faire au sujet de ce rapprochement entre les deux sur le plan géopolitique mondial? Bien, déjà sur le plan géopolitique mondial, ça fait un conflit de moins dans le monde, donc une possibilité de paix. Ce n'est que normal ou ce n'est que appréciable lorsqu'on est humain, lorsqu'on prône les valeurs humanistes. Oui. Vous savez très bien que le panafricanisme, c'est de l'humanisme. Donc ça c'est la première. La seconde également, c'est que ça participe à la réduction de l'influence américaine dans le Moyen-Orient. Faut rappeler aujourd'hui que depuis bien des années, la très forte présence américaine dans le Moyen-Orient a été justifiée par la menace qui pouvait provenir de l'Iran. C'est-à-dire que pendant bien des années, pour justifier sa présence militaire dans le Moyen-Orient, et quand je parle du Moyen-Orient, je parle ici dans la région des monarchies du Golfe Persique, c'est-à-dire que les monarchies du Golfe Persique, les États-Unis, à chaque fois pour leur justifier leur présence sur leur sol, leur ont brandi la menace iranienne, comme quoi l'Iran était le pays qui à tout moment pouvait justement créer le chaos, amener le désordre, amener le trouble dans cette partie du monde-là. Or, indirectement, on sait très bien que la forte présence américaine, justement, permettait ou alors consacrait simplement la volonté des États-Unis de contrôler
la source de production de l'or noir, à savoir le pétrole, dont la plupart des monarchies du Golfe Persique sont les premiers producteurs. Et que quand vous prenez un pays, par exemple, comme le Qatar, qui est l'un des producteurs les plus importants de gaz à l'échelle internationale. Quand vous prenez l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Et vous savez très bien aujourd'hui que quand on parle d'économie, quand on parle d'industrialisation, quand on parle de production, le premier élément à mettre sur la table, c'est l'énergie. Et donc aujourd'hui, les États-Unis avaient justement intérêt à ce que l'armée américaine ne quitte pas ces régions-là parce que c'est le premier garant justement de l'économie américaine à l'échelle internationale. Alors, pour exister quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc qu'on trouve le moyen de justifier sa présence. C'est un peu comme ce que nous voyons en Afrique. L'armée française ou alors les armées occidentales qui sont présentes en Afrique, malgré le fait que les Africains les demandent de partir, quelle est la raison sur laquelle ils s'appuient pour continuer à exister? C'est la menace terroriste. Ils nous brandissent la menace terroriste. Oui. Et donc, dans le même schéma, pour revenir au cas du conflit qui a opposé l'Iran et l'Arabie Saoudite depuis bien des années, la menace qui avait été brandie par les États-Unis, c'était justement la menace iranienne. Et donc, aujourd'hui, à travers la médiation chinoise qui s'est opérée, on a vu le rapprochement entre les deux pays. D'ailleurs, que les différentes missions diplomatiques ont réouvert dans chacun des pays respectifs. Ça fait donc que les États-Unis ne peuvent plus brandir la menace iranienne pour justement continuer d'exister dans le Moyen-Orient. Et donc, ça va réduire de façon conséquente l'influence et la présence de l'armée américaine dans cette partie du monde et donc, de façon indirecte, renforcer les alliances ou alors la création justement de ce que la Russie et la Chine aujourd'hui sont en train de porter à l'échelle internationale, à savoir la création de blocs d'alliance, de zones d'influence pour justement amener le monde à une certaine multipolarité et non à une forme d'unipolarité avec comme seul gendarme les États-Unis. Merci Charlie Kenyé pour ce premier jet justement sur cette thématique. On peut donc penser que le rapprochement entre Riyad et Téhéran aujourd'hui serait un gage de stabilité sécuritaire dans le Moyen-Orient. Effectivement, non seulement c'est un gage de stabilité et de sécurité dans le Moyen-Orient et dans le reste du monde, mais également c'est une dynamique qui va consister à renforcer justement l'évolution du monde vers une certaine multipolarité. Parce que j'ai dit, et j'insiste de dire, la politique étrangère américaine étant essentiellement prédatrice et prévaricatrice, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent exister que par un sentiment d'hégémon que l'État américain aura sur le reste du monde. Et donc aujourd'hui, à travers la création de différents blocs d'influence, de différentes zones d'influence et des alliances qui sont en train de se créer, telles que les BRICS, quand on voit les dynamiques qui sont en train d'être perceptibles de ce côté-là, je prends par exemple ici, là, après justement la réouverture, c'est-à-dire que le dialogue qui a été ouvert entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont des anciens ennemis, mais on constate très clairement aujourd'hui que ces deux ennemis devenus amis, au lieu de se retourner vers les États-Unis, sont en train de se rapprocher justement de la Russie et la Chine à travers l'adhésion dans les BRICS. Ça démontre clairement que non seulement on a un gage de stabilité et de sécurité, mais également cela ne fait que confirmer ce que bien nombre d'analystes disent aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer vers une certaine multipolarité avec la création d'alliances et des blocs d'influence qui ne répondront plus dorénavant du bloc occidental. Et ce qui peut creuser ou alors causer également une inquiétude chez Washington, ce n'est pas juste la paix sur le plan sécuritaire, mais aussi l'apport de l'Iran et l'Arabie Saoudite dans cette multipolarisation ou multipolarité que vous avez convoquée tout à l'heure. On rappelle, comme vous l'avez dit il y a quelques secondes, que l'Iran et l'Arabie Saoudite frappent aujourd'hui à la porte des BRICS, mais aussi l'Iran se rapproche des pays africains, comme le Sénégal par exemple sur le plan de l'industrie. On va parler des produits pétroliers par exemple. Est-ce qu'il y a un rapport forcément entre cette nouvelle paix entre les deux et cette coopération avec l'Afrique? Bien sûr. La réalité là, souvent, vous faites bien de dénoncer le Sénégal aujourd'hui. Il est très clair qu'un ensemble de contrats énergétiques, pétroliers et même gaziers ont été donnés par l'État sénégalais à la Turquie et à l'Iran, ce qui n'a pas plu au bloc occidental. Je crois que c'est même une des raisons qui justifie le mécontentement et tout ce qu'on est en train de vivre du côté du Sénégal en termes de révolution de couleurs qui sont très bien, sont savamment organisées par les puissances occidentales. Il faut également dire aussi que la particularité des contrats et des signatures de contrats qui ont été tissés ou qui sont en train de se tisser entre ces pays-là, que ce soit l'Iran, l'Arabie Saoudite et le reste du monde, parmi lesquels les États africains, c'est que dorénavant,
dorénavant, les monnaies commerciales, ou alors les monnaies avec lesquelles les États devront dorénavant commercer, ne sera plus le dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des piliers justement de l'hégémonie américaine dans le reste du monde, qui est le dollar, parce qu'il faut le dire, et donc d'où la présence de l'armée américaine, parce que vous ne pouvez substituer l'un de l'autre. La force du dollar, c'est l'armée américaine, parce que c'est l'armée américaine qui garantit le dollar à l'échelle internationale, et en retour, le dollar permet au bon fonctionnement de l'armée américaine, parce que c'est l'une des armées où c'est l'armée même la plus budgétive au monde. Budget de pratiquement 750 milliards de dollars. Il n'y a pas une armée qui fait mieux que l'armée américaine. Pourquoi? Parce qu'il faut également rappeler que sa projection à l'échelle internationale, la multiplicité de ses bases militaires font en sorte que le dollar est un élément important de l'hégémon américain. Alors lorsque les États aujourd'hui s'engagent vers une certaine sortie du dollar, ce qu'on a appelé la dédollarisation de l'économie mondiale, la conséquence va se faire savoir au niveau de l'économie américaine, parce qu'à chaque fois que les États commerçaient dans la monnaie américaine, qu'est-ce que l'Amérique gagnait? L'Amérique gagnait le simple fait qu'elle n'avait plus besoin d'asseoir sa monnaie sur une base, je vais dire quoi? Les économistes disent on assoit sa monnaie sur quelque chose de vrai, c'est-à-dire que ça peut être les matières premières, sur l'or, sur les réserves de matières premières, mais depuis 1972, le dollar est considérée comme une monnaie virtuelle parce qu'elle n'est adossée sur rien du tout. Elle est produite simplement à partir du moment où le marché international sollicite sa présence. Ça veut dire que si un pays échange avec un autre tiers, puisque le commerce international, après la Deuxième Guerre mondiale et la création des institutions de Bretton Woods, qui ont consacré le dollar comme monnaie de référence du marché international, cela a donc fait grandir cet esprit ou cette volonté hégémonique américaine. Et donc aujourd'hui, lorsque les États aujourd'hui se retournent contre ce processus, ils décident de changer avec les monnaies locales. Premièrement, ça affaiblit le dollar, et donc l'impact va se faire savoir au niveau de l'économie américaine. Mais deuxièmement, ça fait en quoi? Ça fait en sorte que les États-Unis d'Amérique dorénavant devront travailler pour justifier leur consommation. Puisque par le passé, c'était des prélèvements à travers les échanges qui se faisaient sur leur monnaie, qu'ils le faisaient. Et troisièmement, ça va limiter l'influence américaine sur le reste des pays du monde. Parce que dites-vous bien une chose, quand vous étiez contre les États-Unis, ou bien quand vous ne faisiez pas ce qu'eux ils veulent que vous fassiez pour votre pays, pour votre peuple, qu'est-ce qu'on vous disait? On disait qu'on va vous sanctionner. Ils avaient donc la garantie de la sanction parce qu'à l'échelle internationale, peu importe ce que vous voulez payer dans le marché international, vous aviez l'obligation d'utiliser le dollar. Et donc, pour utiliser le dollar, il fallait faire quoi? Qui vend le dollar? Ce sont les États-Unis. Donc, vous étiez obligé de payer le dollar au gouvernement américain à travers, je ne sais pas, n'importe quoi. Et donc, ça leur permettrait d'avoir une forme de chantage sur les États parce que vous étiez conditionné à passer par eux pour commercer à l'échelle internationale. Et donc, quand les États aujourd'hui tissent ou alors créent des partenariats, font des contrats en monnaie locale, non seulement ça renforce ces États-là, ça renforce le sentiment de puissance, mais mieux encore, ça consolide la force de ces alliances. Je parle ici des BRICS, parce que vous verrez que la plupart des pays aujourd'hui qui sont en train de quitter le dollar échangent principalement en deux monnaies. Vous avez l'euro, vous avez le yuan ou encore les monnaies locales, au détriment du dollar. Donc, ça veut dire que si, en échangeant avec le dollar américain, cela a permis aux États-Unis d'être aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui, je vous laisse imaginer avec la Chine. On sait très bien qu'aujourd'hui, la Chine est clairement la première économie du monde. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État chinois détient pratiquement 70% des réserves du trésor américain. Ça veut dire de façon indirecte que c'est la Chine qui paye les fonctionnaires américains. Mais si en plus de ça, vous ajoutez cette dédollarisation et ce nouveau commerce d'un autre genre qui se fait non seulement avec les monnaies locales, mais avec le yuan comme monnaie de référence, il est très clair de dire que les États-Unis sont appelés à une forme de déclin. Une forme de déclin. Les États-Unis sont donc prêts à disparaître d'une certaine manière, si on peut le dire ainsi, au vu des différents rapprochements mondiaux. On parle des BRICS, on parle de l'Iran, l'Arabie Saoudite, on parle de la Chine et la Russie. Finalement, le G7 va se retrouver un peu coupé du monde. Bon, il y a des commentaires des médias occidentaux eux-mêmes, des analystes sur un analyste sur un plateau, je pense bien, qui
estimait que le G7 est complètement coupé du monde et agit aujourd'hui sans toucher du doigt les crises dans le monde. Maintenant, on reviendra peut-être sur l'actualité qui a... Enfin, ce départ qui a fait quand même les choux gras, c'était l'annulation à la participation du G7 par le Brésil. Le président Lula da Silva s'est dit complètement insatisfait des réactions des différents pays du G7 face aux crises mondiales. Un nouveau bloc se reforme et le G7 est complètement coupé du monde. Le G7 est complètement coupé du monde parce que le G7 a souhaité, a travaillé, a conspiré justement pour que nous arrivions à cette situation-là. Il faut rappeler aujourd'hui que la plupart des crises que vive le monde aujourd'hui sont une création du G7. C'est-à-dire que ce soit les crises présentes, que ce soit les crises passées. Et il faut aussi rappeler que la plupart des États qui constituent le G7 font ce qu'on appelle l'économie de la guerre. C'est-à-dire que c'est des États qui existent simplement à travers les mécanismes de guerre qu'ils peuvent créer, tant à l'échelle internationale pour justement nettoyer leur ardoise en termes de dette, ou encore les mécanismes de crise qui créent à l'intérieur des États pour justement venir se servir sans qu'il y ait un certain regard des ordres gouvernants sur leur activité. Donc aujourd'hui, observez les crises que nous observons à l'échelle internationale. La crise au Sahel, qui a créé ça? C'est le G7, ou alors c'est la plupart des pays du G7. C'est le bombardement de la Libye qui a entraîné cette situation d'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, avec tout ce que vous avez comme corollaire. Si vous prenez même cette situation d'insécurité que nous avons au niveau du Soudan, avec la partition du pays en deux, le Sud-Soudan, et même ce qui est en train de se vivre aujourd'hui, entre les deux généraux, c'est le G7 qui est derrière tout ça, sur ceux qui veulent pousser la réflexion loin. La crise au Yémen, la guerre au Yémen, c'est le G7. La guerre en Syrie, c'est le G7. La guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, c'est toujours le G7. Mais les maîtres du monde sont sur le point de tomber, alors finalement, avec ces différents rapprochements. La réalité, c'est que ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais c'est un processus qui est irréversible. Oui. Simplement parce que au-delà de la dédollarisation de l'économie mondiale, vous voyez que les marchés et les zones d'influence qui sont en train de se créer en termes de masse, en termes de consommation. Vous ne pouvez pas comparer un marché qui allie la Chine, l'Iran, l'Inde, la Russie, qui a eux seuls, seulement les pays membres du BRICS aujourd'hui pèsent pour pratiquement 40% de la population mondiale. Oui. Les BRICS, c'est 600 millions d'habitants. Pardon, le G7, c'est 600 millions, à peine 700 millions d'habitants. Par contre, les BRICS, c'est pratiquement plus de 3 milliards d'habitants. C'est-à-dire que même en termes de marché de consommation, comme en termes de marché de production, il n'y a pas photo. Mais le mal en plus, c'est qu'au-delà même de cette différence-là, vous avez des États qui hier étaient considérés comme étant des États faibles, puis aujourd'hui sont des États émergents et donc ont une capacité de projection politique, économique, militaire très importante dans les années à venir, qui sont en train justement de quitter ce carcan des G7 pour adhérer aux BRICS et qui va simplement renforcer la position des BRICS. Donc c'est pour dire que, c'est pas pour dire qu'ils sont finis ou qu'ils sont morts, mais ils sont dans un processus de mort qui est irréversible. Merci Charlie Kenyé. Les deux pays que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite ont donc fumé le calumet de la paix. Mais on en parle souvent et on oublie la médiation chinoise. Pourquoi cette médiation a été si importante et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour le bloc occidental? La médiation chinoise représente ce qu'elle représente pour le bloc occidental, c'est l'homme à abattre. C'est-à-dire que puisque la médiation chinoise est venue les enlever ce qui les permettait de manger. Puisqu'ils existaient parce qu'ils arrivaient à créer des situations d'insécurité dans le monde pour justifier leur présence. Or, la Chine aujourd'hui est venue démontrer aux yeux du monde que nous n'avons pas besoin de vivre dans la guerre. Les défis économiques qui nous attendent demain, à savoir réduire la pauvreté, apporter un meilleur être à nos populations, ne nous permettent pas de dépenser autant dans des crises. Parce que regardez ce qui est investi aujourd'hui en termes de crise, dans les crises sécuritaires, entre guillemets, soi-disant pour amener la paix. Vous voyez comment cet argent-là, si on l'avait réorienté à autre chose, combien de personnes cet argent aurait amené à quitter la pauvreté. Donc aujourd'hui, la Chine a démontré aux yeux du monde qu'il est possible pour deux ennemis de redevenir amis. Or, c'est sur cette différence-là que le bloc occidental, avec en tête de ligne les États-Unis, s'appuie pour maintenir sa domination à l'échelle internationale, divisée pour mieux régner. Et donc la Chine, en permettant à ces deux pays de devenir des amis, sous sa médiation, non seulement elle est venue briser le signe indien, empêcher à ces
Occidentaux de continuer à manger là où ils ne devraient pas manger. Mais mieux encore, la Chine a eu à l'échelle internationale ce qu'on appelle le capital confiance. C'est-à-dire que la plupart des États aujourd'hui ont vu à la Chine un État véritablement neutre, mais plus encore un État sérieux avec lequel il est possible d'engager et de faire des bonnes choses. Donc, non seulement c'est une victoire diplomatique, mais c'est également une victoire économique parce que cela ne va faire que renforcer le capital confiance que d'autres pays ont vis-à-vis de l'État chinois et qui ne va que consacrer à justement encourager, renforcer les BRICS au détriment du G7 et du bloc occidental. Et on ne saurait parler de ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sans évoquer la question de l'Afrique. Après s'être rapproché ainsi, quelle peut être la place de l'Afrique justement après ce rapprochement? On rappelle que les deux pays ont souvent mentionné que Téhéran pouvait agir pour la résolution des crises sur le continent africain. Quelle lecture? Personnellement, je pense que l'Afrique connaît ses amis comme elle connaît ses ennemis. Parfois, on n'a pas l'impression. Non, l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique profonde. Okay. Pas cette Afrique qui est mise en avant par un certain nombre de médias propagandistes pour lesquels on veut les donner une certaine légitimité de parler au nom des peuples africains alors qu'ils ne représentent en rien le peuple africain. Mais l'Afrique profonde, l'Afrique des chaumières connaît qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Aujourd'hui, nos amis, nous les voyons et nous les connaissons. D'ailleurs, on voit très bien l'apport que ceux-ci nous donnent dans le cadre de la résolution d'un certain nombre de nos problèmes sur le continent. Je parle ici de la Russie, qui, dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme et dans la restauration de l'intégrité des territoires africains, fait beaucoup. Nous le savons aujourd'hui, c'est un fait. Et c'est depuis la nuit des temps, si on se souvient de l'Afrique du Sud. Oui. Exactement, et on sait également que lors des guerres d'indépendance, ils ont participé justement à la décolonisation de l'Afrique. On a vu le KGB, on a vu l'Union des républiques soviétiques socialistes aux côtés des nationalistes africains tels que les Philippe Nangamboa du Zimbabwe, les Samora Machel du Mozambique. Donc l'Afrique connaît ses ennemis. Et également l'Afrique connaît ses amis. Donc, ça fait que pour moi, pour exister, il faut plusieurs choses. La première, il faut être libre. Et c'est ça que l'Afrique aujourd'hui est en train de conquérir. C'est-à-dire que l'Afrique est en train de travailler à cette liberté-là. Quand je parle de liberté, si je parle de souveraineté, l'Afrique est en train de travailler avec cette souveraineté parce qu'il faut d'abord exister en tant qu'homme libre. Lorsqu'on aurait existé en tant qu'homme libre, on va s'attaquer à un autre problème qui est exister géopolitiquement. Pas exister en tant qu'entité. Parce que l'Afrique actuelle n'existe pas géopolitiquement. L'Afrique actuelle, c'est 54 États où n'importe quel État peut décider ou alors peut prendre une décision internationale qui met en mal les autres États. Et donc aujourd'hui, il est impératif pour l'Afrique d'avoir des organes, des organismes, des instances où l'Afrique peut porter sa voix et être respectée à l'échelle internationale. Voilà comment je parle d'exister géopolitiquement. Et ensuite, il faut continuer ce qui a déjà été entrepris par un certain nombre d'États africains, à savoir multiplier un certain nombre d'alliances et de partenariats stratégiques avec des États justement qui nous traitent comme des êtres humains, à la différence du bloc occidental. Ce n'est que par là que véritablement l'Afrique pourra s'affirmer au niveau du Conseil des Nations. Et puisqu'on a ouvert la brèche avec l'Afrique, nous ne saurons fermer cette première thématique sans parler de l'Afrique du Sud et du fameux sommet des BRICS qui arrive en août prochain. On rappelle que l'Afrique du Sud recevait des pressions de Washington en ce qui concerne la présence future du président russe Vladimir Poutine. Cette fois-ci, l'Afrique du Sud a répondu par une immunité diplomatique accordée à tous les participants. Tout à fait. Je pense que c'était prévisible. Quand on analyse les sorties de différents officiels sud-africains, c'était prévisible. Et il faut également dire que cette décision de l'Afrique du Sud de rejoindre justement la plainte qui avait été émise, le mandat d'arrêt international qui avait été émis par une organisation de voyous, vous parlez de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale contre le président Vladimir Poutine. Et en réponse, lors d'une interview d'un journaliste britannique de la chaîne BBC à l'endroit du secrétaire général de l'ANC, qui le faisait savoir que si ça ne dépendait que de lui, Vladimir Poutine viendrait en Afrique du Sud le jour qui suivait. Et quand le journaliste a continué en disant « mais il y a un mandat d'arrêt que vous êtes membre
vous avez signé le traité de Rome, c'est-à-dire que vous faites partie des pays qui ont reconnu l'existence de la CPI et donc de respecter. Vous avez l'obligation de l'appréhender dès qu'il met les pieds ici et de le remettre à la CPI pour être jugé. Et au secrétaire général de l'ANC de répondre aux journalistes britanniques. Tony Blair nous a menti à Mondovision qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak avec son ami Bush. Ils sont allés bombarder. Plus de millions d'Irakiens sont morts. Mais est-ce que vous avez vu la CPI inquiéter Tony Blair ou encore George Bush? Donc, et ensuite, en leur rappelant que Vladimir Poutine, c'est un chef d'État. Donc, on n'arrête pas un chef d'État n'importe comment. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la position sud-africaine, nous, vraiment, c'est pas comme si c'était un effet, on s'attendait à ça. Surtout qu'il faut rappeler que la Russie, l'URSS, a été aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'ANC pendant l'apartheid. C'est dire que c'est simplement une monnaie rendue et le contexte géopolitique aujourd'hui qui fait en sorte que la plupart de ces pays-là qui jusqu'à hier vivaient sous le coup de sanctions et de pression du bloc occidental parce qu'ils avaient mis sur pied un ensemble de mécanismes et d'institutions financières de nature à obliger les États à rester sous leur botte. Les BRICS aujourd'hui donnent des alternatives qui sont perçues par les États comme étant une forme de salut. Et donc tout est mis en place pour que véritablement l'Afrique du Sud, pour que l'Afrique du Sud agisse comme elle est en train d'agir aujourd'hui. Et ça nous plaît, ça nous rassure, ça conforte véritablement que c'est une affirmation de sa souveraineté. On ne saurait demander à un pays souverain d'agir à l'encontre de ses intérêts. Ce serait véritablement idiot de le penser. Et donc, l'Afrique du Sud est simplement en train d'agir dans le cadre du respect de ses intérêts, surtout que c'est un pays ami à la Fédération de Russie. Et pour paraphraser un de mes aînés, qui rappelait à suffire à l'Occident qu'ils doivent intégrer le fait que leurs ennemis ne sont pas forcément nos ennemis, de même que nos amis ne sont pas forcément leurs amis. À partir du moment où on va fonctionner dans ce registre-là, je crois qu'on va se respecter, les choses iront mieux. Mais tant qu'ils vont penser qu'ils sont le toit du monde, ils sont le phare du monde, et aux États africains de fonctionner selon leurs principes, selon leurs valeurs, parce que ce sont eux qui auraient décrit le modèle de gouvernance, ou alors la manière dont le monde devrait être dirigé, eh bien, ils auront toujours des chefs d'État qui vont s'opposer à cette pratique-là. Et je crois que l'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de se ranger dans ce registre-là, à savoir dire à ce bloc-là, le bloc occidental, que le monde a basculé, les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Les pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient considérés comme des pays pauvres et très endettés, sont aujourd'hui des pays émergents, des pays puissants, et donc il va falloir respecter ces réalités. Merci Charlie Kenny. On a terminé avec cette première thématique. Après cette transition, on reste dans carte géopolitique. On parle à présent de la relation entre la France et l'Afrique. C'est une déclaration de Catherine Colonna. Celle-ci estime que la France devrait partager aujourd'hui avec l'Afrique un partenariat pertinent, ou du moins ne devrait pas se séparer de l'Afrique d'aussitôt. Pourquoi Paris insiste et refuse de lâcher du lest sur les pays africains qui clament aujourd'hui ne plus avoir besoin d'elle? On parle, Charlie Kenny, d'une nouvelle politique, une nouvelle philosophie française sur le territoire africain. D'ailleurs, Paris a déclaré vouloir désormais faire des partenariats avec les pays qui l'appelleront, qui auront besoin de la France, ce qui signifie qu'auparavant, c'était du braquage. C'était plus que du braquage, c'était du pillage, c'était du vol, c'était du banditisme, c'était tout ce que vous avez de péjoratif. Et ça démontre à ce fait une chose, il ne faut pas se fier à ce que ces dames disent. La France ne saurait exister sans l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai lu son discours au Parlement, je crois que c'était au Sénat français. Et ce qui m'a fasciné dans ce discours, c'est qu'elle parlait des Africains comme étant des marchandises, comme étant des biens, comme étant des marchés. J'ai entendu le mot marché, le mot bien pratiquement 3 ou 4 fois. Mais ce n'est pas nouveau, Charlie Kenny. Justement, cette condescendance avec laquelle on s'adresse aux États africains, parce que je ne suis pas sûr qu'elle aurait tenu pareil discours vis-à-vis d'un pays comme la Turquie ou bien comme l'Iran. Ce n'est qu'en Afrique qu'on s'adresse ainsi.
ça démontre même les intentions, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas, ou alors ils ne viennent pas en Afrique dans un cadre de respect mutuel, ils viennent dans un esprit de maître à esclave. Donc on est encore dans cette néocolonisation où des gens se disent être les maîtres du monde et voient l'Afrique et les Africains comme étant des propriétés leur appartenant. Ça fausse déjà le débat. Mais ce qui fait beaucoup plus mal dans cette affaire, c'est qu'elle ne tient pas compte du passif de la France vis-à-vis de l'Afrique. Vous savez qu'on peut passer la journée à épiloguer dessus, on peut raconter, on peut écrire des livres et développer des thèses dessus. Je crois que cette France, on se souvient encore de ce qui s'est passé avec l'opération Sangaris en République centrafricaine. Parce que dans le discours de Mme Catherine Colonna, elle rappelle à suffire que sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, la France a fait, la France a eu à faire. Bon, je crois que en République centrafricaine, avec la force Sangaris, ils n'ont jamais pu ramener la paix et la stabilité dans ce pays. La seule chose qu'ils ont laissé en Centrafrique, c'était des viols sur des mineurs et sur des femmes. Des faits pour lesquels le rapport d'enquête avait conclu un non-lieu. Aujourd'hui, les autorités centrafricaines sont en train de relancer le dossier à l'échelle internationale pour avoir réparation, au moins pour que la France accepte ce crime, puisque les témoignages sont là. Je ne vous parlerai même pas de l'opération turquoise de l'armée française en 1994 lors du génocide rwandais, où vous avez eu un magnifique reportage qui a été fait sur ce crime-là par un journaliste co-réalisé par, je crois, c'est Michael Stange. Le titre du reportage, ça s'appelle Rwanda, le silence des mots, où vous avez des femmes qui témoignent des viols qu'elles ont subis par l'armée française en 1994 lors du génocide rwandais, avec ce qu'ils ont appelé l'opération turquoise. Pour paraphraser une des femmes qui témoigne dans ce documentaire, elle dit: lorsque les Blancs sont arrivés, nous avons été naïfs de croire qu'ils étaient les sauveurs, parce qu'elles étaient copieusement violées. Elles sont plusieurs comme ça. Elles ont porté plainte en France jusqu'aujourd'hui. C'est le statut quo, on ne sait pas de quoi il est question. Quand vous prenez ce qui s'est passé, même ici chez nous au Cameroun, en pays bamileke, je peux vous rassurer, j'appartiens à un village où la chefferie, vous avez des enfants qui sont métissés. Mais si vous allez comprendre l'anthropologie de cette région-là, vous comprendrez que lors des guerres d'indépendance, lorsque l'armée coloniale avait été larguée en pays bamileke, lorsqu'ils arrivaient dans les chefferies, la première des choses que les soldats français faisaient, c'est qu'ils violaient les femmes des chefs. D'où ce métissage qui est observable jusqu'aujourd'hui. Des exemples comme ça sont légion. Un chef d'état-major des armées françaises, Amondo Vision, a reconnu officiellement que la présence de la France au Mali, au nord du Mali, c'est pour tout faire sauf combattre le terrorisme. Il a été remercié le lendemain. Donc vous avez un ensemble de faits qui montrent à suffire le passif douloureux que nous avons avec cet état-là, qui fait en sorte que tant que nous n'avons pas soldé ce contentieux historique, eh bien, il n'y a pas de partenariat qui peut exister avec cette France-là. Je reprends les mots du professeur Théophile Obenga qui disait le partenariat, la coopération avec l'Occident, il faut rompre. Il faut rompre. Elle nous a fait causer trop de temps, elle ne nous a jamais rien apporté. Vous ne pouvez pas avoir un partenariat, coopérer avec quelqu'un qui, en tout ce que vous faites, voit le mal. Jamais ces gens ont vu le bien en Afrique, aux Africains, ou en quelque chose, ou une initiative africaine. Tout ce que nous faisons toujours mal. La pauvreté, c'est nous. Le terrorisme, c'est nous. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Pourtant, c'est tout le monde qui vient prendre chez nous. Alors, comme le professeur Théophile Obenga disait, il faut simplement rompre. Il faut qu'on se soigne. Il faut qu'on retourne le soigner. On se soigne parce que quand on a subi de pareils sévices, comme l'Afrique a vécu avec la colonisation, principalement française, eh bien, à un moment, il faut d'abord se soigner. Parce que psychologiquement, c'est pas ça. Je tiens à vous rappeler, allez lire le livre d'un écrivain belge, à la personne de Mark Wilkes. Il a écrit un magnifique livre qui s'appelle Il pleut des mains sur le Congo. Dans ce livre, il vous développe comment, pendant la période, pendant la colonisation, les missionnaires belges, je parle des missionnaires, des gens qui sont venus avec des Bibles pour nous enseigner la parole de Dieu. Les missionnaires belges coupaient les bras des enfants de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans parce qu'ils n'avaient pas ramené le quota de coton qui leur avait été exigé. C'est-à-dire que si on demandait à un enfant de 7, 8 ans de ramener 1 kg de coton et qu'il venait avec moins, la sanction c'était qu'on lui coupait le bras. Ce sont des missionnaires qui le faisaient. Et pour les femmes, on coupait un bout du sein. Bon, quand vous avez de pareilles personnes qui ont été érigés en missionnaires, c'est-à-dire en pacificateurs, et ils se disent pour eux, parce que quand vous allez questionner les livres d'histoire occidentaux et français, ils ne disent pas qu'ils nous ont apporté la colonisation, ils disent qu'ils nous ont apporté la civilisation. Est-ce donc ça la civilisation? Est-ce donc couper les bras des enfants? Est-ce donc mutiler les femmes qui allaitent? Est-ce donc ça
la colonisation, la civilisation. Donc je dis, il y a un contentieux, il y a un passif qui est violent, qui est douloureux, qu'il faut préalablement solder. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, il n'y a pas de partenariat et pas de coopération qui peut exister entre ce pays et l'Afrique. Donc aujourd'hui, pour terminer, je suis dessus, il faut d'abord rompre. À défaut, il faut solder ce contentieux pour espérer. Donc cette dame ne nous annonce rien de nouveau. D'ailleurs, que quand on voit les stratégies, les manigances qui sont en cours dans ce pays-là, cela consacre simplement l'envie de la France de continuer à se servir de l'Afrique comme creuset de matières premières pour alimenter les industries occidentales. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, selon la nouvelle doctrine militaire française, ils ont fait du panafricanisme la menace des menaces. L'une des raisons pour lesquelles, récemment, ils ont nommé un général de brigade, le général Pascal Lani, chef du pôle prospective et stratégie, et on lui a confié la mission de lutter contre le panafricanisme en Afrique. Est-ce que nous savons, est-ce que nous pensons à ça? On ne devrait pas s'intéresser à ce genre de discours, on devrait plutôt travailler dans nos dynamiques internes, de nature d'abord à être libre, c'est-à-dire gagner notre souveraineté, travailler en partenariat avec les États voisins, de nature à être plus forts ensemble, s'ouvrir au monde à travers un ensemble de partenariats, de coopération avec les États qui nous respectent, qui nous considèrent comme des hommes et qui bien sûr voient en l'Afrique un partenaire fiable dans lequel il est possible d'échanger en partenariat gagnant-gagnant. Charlie Kenyé, merci pour votre expertise apportée. On n'en a pas terminé, mais lorsqu'on parle de souveraineté, alors justement en Afrique, que dire des rapports qu'entretiennent le Niger et la France, la Côte d'Ivoire et la France en termes je ne vais pas dire partenariat militaire, mais présence militaire française. On sait aujourd'hui que le Niger va accueillir près de plus de 5000 soldats français sur son territoire dans le cadre d'une opération test, disons-le ainsi, de la nouvelle philosophie française sur le plan militaire. Mais que dire donc de ces différents pays qui ne favorisent pas les coopérations sud-sud, mais ne favorisent pas non plus les coopérations avec le reste du monde? Ce qui est bien de ces pays-là, c'est qu'il faut qu'on dissocie les hommes qui sont à la tête de ces pays-là des peuples qui représentent ces pays-là. Les peuples ivoiriens comme les peuples nigériens sont solidaires du combat que nous menons. Par contre, les hommes qui président à la tête de ces pays-là sont eux le problème. Rappelons que ce soit Ouattara dans le cas de la Côte d'Ivoire ou Bazoum dans le cas du Niger, ce sont des présidents qui ont décidé d'asseoir leur force dans une forme de crédibilité internationale et non sur une certaine légitimité populaire. Et lorsque vous asseyez votre présidence sur une certaine crédibilisation internationale, ce que vous devez faire simplement, c'est que vous devez vendre votre pays à cette puissance-là et en retour, eux, ils pensent vous accorder ou alors vous donner la sécurité. D'où justement la présence ou alors la très forte présence d'un certain nombre d'armées étrangères au niveau du Niger. Rappelons également que cela consacre cette nouvelle doctrine militaire de la France dans le Sahel qui consiste justement à faire du Niger une base arrière pour pouvoir mieux se projeter dans le Sahel et dans la sous-région Afrique centrale, de nature à multiplier un ensemble de crises pour continuer à exister militairement sur le sol africain. C'est à nous, les Africains, de comprendre les enjeux. On ne doit pas s'intéresser à ce genre de banalité, mais on doit comprendre les enjeux parce qu'en décelant les enjeux, il nous est possible de travailler pour justement permettre à ce que nous n'arrivions pas à ce qui est en train de se préparer contre nous dans les laboratoires occidentaux. Eh bien, est-ce qu'on peut parler de ce sujet sans revenir sur la prochaine base militaire russe en République centrafricaine? Je ne pense pas, car ces sujets, pour ma part, sont liés. Je ne sais pas quelle est votre analyse sur la question, mais ce n'est pas pour dire que lorsqu'on chasse la France, c'est pour faire entrer la Russie, mais c'est pour dire que un départ de la France aujourd'hui en Afrique tant demandé représente tellement sur le plan géopolitique. Maintenant, une arrivée de la Russie en Afrique et dans un pays comme la République centrafricaine pourrait peut-être jouer sur l'aspect sécuritaire même, que ce soit en Afrique centrale ou alors au-delà, par exemple dans le Sahel. Je vous comprends très bien. Je fais partie de ceux qui, dans mon combat, j'interpelle les États africains à faire ce que j'appelle la restructuration des armées. C'est-à-dire que très peu d'États véritablement en Afrique ont une politique de défense. Et à partir de la politique de défense, on définit la doctrine militaire. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme l'Algérie, la doctrine militaire de l'Algérie, c'est que aucune présence de forces étrangères sur son sol. Voilà sa doctrine militaire. Et quand on observe les dynamiques sécuritaires, que ce soit sur le continent et même à l'étranger, on comprend très bien aujourd'hui que
on ne saurait se prévaloir d'un combat comme ce que nous menons aujourd'hui, à savoir la libération de l'Afrique, et appeler à une certaine présence militaire, quelle qu'elle soit, sur le continent africain. Il est clair aujourd'hui que la Russie, pour nous les Africains, dans le contexte géopolitique actuel, est un allié. Mais la présence d'une base militaire russe en Afrique, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour simplement parce que ça va à l'encontre de ce que nous défendons. Il est possible pour les Africains d'assurer eux-mêmes leur sécurité. On n'a pas besoin de sous-traiter. Et rappelons que la sécurité d'un pays relève du domaine de la souveraineté de ce pays. Un pays ne sous-traite pas sa sécurité. Un pays assume sa sécurité. Un pays assure sa sécurité. Il ne la sous-traite pas. Donc on ne peut pas aujourd'hui appeler à ce que nous sommes en train de faire, combattre ce que nous combattons et accepter facilement que la Russie installe. Non, même si nous savons que la Russie est un allié, c'est à nous de travailler ensemble. J'insiste, je continue de dire. Vous savez, en 2002, l'Union africaine adopte ce qu'ils ont appelé le protocole de Durban, avec baptisé le projet APSA, qui définissait une architecture paix et sécurité en Afrique, avec pour principe aux problèmes africains les solutions africaines et pour bras armés une force africaine en attente, ce qu'on appelle une FAA. Alors, qu'est-ce qui empêche les États africains aujourd'hui de mettre en place cette mesure-là? C'est-à-dire qu'il est possible pour l'Afrique aujourd'hui de se mettre ensemble et d'avoir les résultats sur le terrain. Posons-nous la simple question. Comment le Mali fait pour combattre le terrorisme chez lui? Le Burkina Faso aujourd'hui, comment est-ce qu'ils font pour engager des victoires comme ils sont en train de le faire sur le terrain? Est-ce qu'ils ont appelé une force étrangère sur son sol? Non. Je pense que ce que la Russie est en train de faire du côté de la Centrafrique est magnifique. Il faut continuer à former cette armée-là, il faut l'équiper et aux Centrafricains de reprendre le flambeau et de contrôler et sécuriser leur pays. Bien sûr, avec l'aide des États voisins comme le Cameroun, le Soudan, le Tchad et bien d'autres choses. Mais c'est aux Africains d'assurer leur sécurité. Ce n'est pas une quelconque puissance, fût-elle la Russie, qui bien sûr est un allié, de venir le faire à notre place. Non, ce sont des questions de souveraineté, ce n'est pas des questions qui se sous-traitent. Donc pour vous, une base militaire russe du côté de la République centrafricaine ne serait pas la bienvenue, car ce serait aller aux antipodes de cette révolution, alors de cette demande de souveraineté que les Africains clament à suffisance. Il faudrait travailler dans ce cas-là en coopération sud-sud. Peut-être bien, mais comment mettre cela en place lorsqu'on a l'impression que sur le plan sécuritaire, eh bien, les différents pays ne sont pas suffisamment armés. Alors, je ne sais pas ce qui est le cas de l'Afrique centrale, mais je sais par exemple qu'en Afrique de l'Est, il y a une force régionale. Maintenant, en Afrique centrale, je ne sais pas si également c'est le cas, mais si on prenait juste ces exemples-là, on se demanderait donc comment est-ce que les pays africains réussiront à agir sur le plan sécuritaire sans les aides étrangères? Non, il est possible d'agir en se mettant ensemble. Vous savez, on a l'impression que les pays ont tous de bonnes armées, mais que ces différentes armées ne travaillent pas ensemble. Déjà, ces pays n'ont pas tous de bonnes armées. Ça également, il faut le savoir. D'où mon interpellation, mon combat, celui de la restructuration des armées africaines. Oui. Il faut dire à la conscience collective africaine une chose. Ce que vous appelez armée aujourd'hui n'a pas toujours eu l'appellation d'armée. Lorsque le colon crée, j'insiste bien, ce que j'appelle la force publique, parce qu'à l'époque, quand le colon crée la force publique, le rôle de la force publique n'était pas de répondre aux menaces qui pourraient provenir de l'extérieur du territoire, comme de l'intérieur. Le rôle de la force publique créée par le colon, c'était de mater tout mouvement d'émancipation qui pouvait naître à l'intérieur des territoires africains. C'est dans ce cadre-là que bon nombre de nos nationalistes sont morts, les Ruben Oumniobé, les Patrice Emery Lumumba. C'était ça la force publique. Alors quand les Africains ont commencé à réclamer les indépendances, le blanc est parti, on leur a donné l'appellation d'armée. Mais est-ce que le travail scientifique, le travail didactique, le travail pédagogique, le travail tactique, le travail technique a été fait pour passer de force publique à armée nationale? Prenez un petit exemple. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'une rébellion, un temps soit peu, soit bien organisée, elle arrive à mettre en déroute nos armées? Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, c'est parce que nous n'avons pas encore des armées professionnelles au sens noble du terme. Donc il est impératif aujourd'hui pour les États africains de travailler d'abord sur le plan interne à restructurer les armées. Ce que le Cameroun a fait au début des années 2000, voilà l'une des raisons pour lesquelles le président camerounais a beaucoup combattu à l'échelle internationale. En 2000, lorsqu'il
il initie le projet de la restructuration de l'armée camerounaise avec le concept armée-nation et l'interarmisation des armées qui était axé sur 3 grands principes. Rajeunissement des troupes, professionnalisation des troupes, équipement des troupes, qui a permis à l'armée camerounaise de monter en puissance. Il faut d'abord travailler sur le plan interne, avoir des armées, si ce n'est des armées efficaces, mais au moins des armées moyennes. Et ensuite travailler dans les dynamiques régionales. Dans le cadre des dynamiques régionales, il y a au moins un corpus juridique avec le concept paix et sécurité de l'Union africaine et donc le protocole paix et sécurité, projet APSA dont je vous disais, qui aujourd'hui c'est l'élément juridique, c'est le cadre juridique sur lequel s'est appuyé par exemple les États de la sous-région Afrique centrale pour créer ce qu'ils ont appelé la FMM, la force multinationale mixte. Placée sous le commandement de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, pour justement répondre à la menace Boko Haram. Parce que rappelons que la FMM, la force multinationale, c'est une association, c'est une collaboration de plusieurs États, parmi lesquels le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Donc vous voyez qu'il est possible pour les États africains de se mettre ensemble pour travailler. Et on a vu les prouesses de la FMM dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. C'est possible, mais il y a d'abord un travail en interne qu'il faut faire. Il y a un travail stratégique, il y a un travail opérationnel, il y a un travail tactique pour permettre à ce que cela se fasse. Bien sûr, toujours avec l'aide de nos alliés, de nos vrais alliés, de ceux qui pensent qu'il est possible de travailler avec l'Afrique dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, dans le cadre d'un respect mutuel entre les États. Merci infiniment Charlie Kenyé pour votre expertise apportée dans le cadre de ce programme en ce qui concerne les différentes thématiques abordées. Ce que l'on retient de vous dans cette émission, eh bien, c'est qu'entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite, voilà, les relations vont bon train et ceci est un plus pour l'aspect géopolitique mondial et peut-être bien aussi pour les pays africains. Maintenant, on n'oubliera pas de parler de la relation entre la France et l'Afrique qui aujourd'hui, de toutes les façons, au sein du monde de la scène panafricaniste, on sait bien ce qu'on en pense, mais les paroles de Catherine Colonna n'ont pas réussi à vous émouvoir, mais maintenant, la présence d'une base militaire russe en Russie n'est pas la bienvenue, selon vous. On rappelle quand même que c'était une déclaration de l'ambassadeur centrafricain du côté de Moscou et selon certains sages, une déclaration comme celle-là ne se fait pas au hasard. Ça veut dire que le projet est bien ancré déjà et qu'il serait en cours. Possible, mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que ça, c'est aux antipodes de tout ce dont pourquoi nous nous battions. On se bat pour que l'Afrique reste aux Africains. On se bat pour que les Africains arrivent à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. On se bat pour que l'Afrique soit respectée au Conseil des Nations. Et on ne saurait justement penser et réaliser tout ça en demandant justement à quiconque, fût-il la Russie, qui est un allié que nous aimons bien, d'installer une base chez nous. Ça veut dire clairement que ceux qu'on a chassés hier ne vont pas nous respecter parce qu'ils ont compris, même si ce n'est pas le cas, que nous ne sommes pas encore capables de nous prendre en charge par nous-mêmes. Et donc ce serait une gifle que nous-mêmes on se serait donné. Il ne faut donc pas le faire. Il faut continuer à travailler. Il faut demander à ce que ceux qui peuvent nous accompagner continuent de nous accompagner dans le cadre du respect de la souveraineté de nos États et travailler par nous-mêmes pour justement s'assumer et permettre à ce qu'au niveau des États voisins, que les autres également nous regardent avec respect. Merci infiniment Charlie Kenyé, analyste et stratège. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci également à nos différents téléauditeurs qui étaient des nôtres durant ce programme. Je n'oublierai pas la partie technico-artistique gérée par Itoumek et Ondoa aujourd'hui derrière la caméra et puis à la mise en onde. Merci à tous de rester en compagnie de nos programmes. L'information et les émissions se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir Dakar.